Bien trouvé, frères d'armes. Soyez les bienvenus sur Stratégos Histoire, la chaîne où nous faisons revivre les stratégies et les victoires des plus grands commandants de l'histoire. Aujourd'hui, nous explorons la vie de Bernard Law Montgomery, le général britannique qui a vaincu l'Africa Corps à El Alamein et joué un rôle clé dans la défaite du Troisième Reich. Un stratège méticuleux, un leader implacable et l'une des figures les plus controversées de la Seconde Guerre mondiale. Avant de plonger dans son héritage, laissez un like, donnez votre avis en commentaire, partagez la vidéo et abonnez-vous à Stratégos pour plus d'histoires de guerre et de leadership. C'est parti. Première partie, les origines de Montgomery. Le 17 novembre 1887, dans la trépidante ville de Londres, naquit un enfant qui, des décennies plus tard, deviendrait l'un des commandants militaires les plus influents du XXe siècle. Son nom, Bernard Law Montgomery. Pour beaucoup, son caractère était insupportable, son tempérament difficile. Mais personne ne pouvait nier que cet homme était destiné à la grandeur. Son enfance ne fut pas celle d'un enfant ordinaire. Son père, Henry Montgomery, était un évêque anglican, un homme profondément dévoué et d'une discipline morale inflexible. Sa mère, Maud Farrar, était une femme stricte et émotionnellement distante. À la maison, la vie ressemblait à un champ de bataille silencieux. Tandis que son père consacrait sa vie à l'église, sa mère imposait une discipline qui ressemblait davantage à une punition qu'à un enseignement. Le petit Bernard comprit très tôt que la faiblesse n'avait pas sa place chez lui. Il grandit sous des règles inflexibles, dans un environnement où les marques d'affection étaient rares et la critique constante. Mais loin de l'écraser, ce cadre forgea en lui une résistance inébranlable, un esprit combatif qui définirait plus tard son style de commandement. En 1889, alors que Bernard n'avait que 2 ans, la famille Montgomery entreprit un voyage qui allait bouleverser son destin. Elle s'installa en Tasmanie. Son père venait d'être nommé évêque sur cette île lointaine, et avec cela, Bernard quitta Londres pour découvrir un environnement totalement différent. Là-bas, la vie ne fut pas plus facile. La rigueur de son éducation ne s'adoucit pas, et les exigences restèrent élevées. Mais en Tasmanie, Bernard trouva quelque chose qui allait forger son caractère, la nécessité d'être autonome. La rudesse du paysage et l'éloignement de son foyer d'origine l'obligèrent à développer une détermination de fer. Il apprit à compter sur lui-même, à s'imposer aux autres, et plus que tout, à ne jamais accepter un non comme réponse. À l'adolescence, Bernard retourna en Angleterre pour poursuivre ses études. Il intégra la St. Paul's School, où il se distingua davantage par son fort caractère que par ses résultats académiques. Ce n'était pas un élève exceptionnel, mais un jeune ambitieux, avec une confiance en lui-même qui frôlait l'arrogance. Quand vint le moment de choisir son avenir, aucun doute ne subsistait. Son destin était dans l'armée. En 1907, il entra à la Royal Military Academy de Sandhurst. Et si, chez lui, il avait connu la discipline, Sandhurst la lui fit découvrir à une échelle bien plus grande. L'académie exigeait non seulement des compétences physiques et tactiques, mais aussi une force mentale à toute épreuve. Montgomery s'adapta rapidement, non pas parce qu'il était un élève modèle, mais parce qu'il savait que s'il voulait se démarquer, il devait prouver qu'il était le meilleur. Il n'acceptait pas la critique, ne tolérait pas l'échec et trouvait toujours un moyen d'imposer sa volonté. En 1908, à seulement 21 ans, Bernard Law Montgomery fut nommé sous-lieutenant dans l'armée britannique. Sa première affectation l'emmena en Inde, une terre de contrastes et de défis. Là, il perfectionna non seulement son entraînement militaire, mais il commença aussi à élaborer la philosophie qui guiderait toute sa carrière. La discipline était essentielle, mais la stratégie l'était encore plus. Peu après, il fut muté en Irlande, où il eut son premier contact avec la réalité des insurrections et des conflits politiques. Mais tout cela n'était qu'un préambule à ce qui l'attendait. Car en 1914, le monde bascula à jamais. La Première Guerre mondiale éclata, et avec elle, la vie de Montgomery prit un tournant décisif. Au premier mois du conflit, le jeune officier fut envoyé sur le front occidental, au cœur d'une des batailles les plus brutales de la guerre. Ypres.
Nous sommes en 1914. La boue, les gaz toxiques et la mort devinrent son quotidien. Montgomery, encore un officier relativement inexpérimenté, se retrouva au cœur de la bataille. Et c'est là, au milieu du chaos, que son courage fut mis à l'épreuve. Lors d'un assaut à Ypres, Montgomery fut blessé par balle à la poitrine et au genou. Tout autre soldat aurait succombé, mais pas lui. Grièvement blessé, il parvint à survivre, démontrant une résistance hors du commun. Sa convalescence fut longue, mais sur son lit d'hôpital, il prit une décision. Il retournerait sur le front, plus déterminé que jamais. À la fin de la guerre, il avait gravi les échelons jusqu'au grade de major. Mais plus important encore, l'expérience du combat avait façonné sa vision de la guerre. Montgomery ne voulait pas seulement être un soldat, il voulait changer la manière de faire la guerre. Il croyait en la modernisation de l'armée, en l'importance de l'entraînement tactique minutieux et en le moral des troupes. Car s'il avait appris une chose dans les tranchées de la Première Guerre mondiale, c'est que la guerre ne se résumait pas aux armes et aux stratégies. C'était une question de commandement. Et Montgomery était déterminé à devenir le plus grand leader que l'armée britannique ait jamais connu. Deuxième partie. La période d'entre-deux-guerres. La Première Guerre mondiale était terminée, mais Bernard Law Montgomery n'était plus le même homme que celui qui avait marché vers les tranchées d'Ypres en 1914. Il avait survécu à la brutalité du conflit, ressenti l'impact des balles sur son corps, et plus important encore, il avait appris une leçon qui guiderait le reste de sa vie. En guerre, la préparation est la clé de la victoire. Mais la guerre lui avait aussi laissé une autre cicatrice, une qui ne se voyait pas sur son corps, mais dans son caractère. Montgomery était devenu encore plus rigide, plus obsédé par la discipline et l'efficacité. Pour beaucoup de ses camarades, il n'était qu'un officier insupportable. Pour lui, la médiocrité n'était pas une option. Alors que le monde entrait dans une paix fragile, Montgomery consacra les années 1920 à un objectif clair: moderniser l'art de la guerre. Dans une armée britannique qui s'accrochait encore à des tactiques obsolètes, il était une anomalie. Depuis ses postes au sein de diverses unités, il devint un ardent défenseur de l'entraînement rigoureux. Pour Montgomery, un soldat ne devait pas seulement être physiquement fort, mais aussi mentalement inébranlable. Il croyait en la préparation méticuleuse, en l'étude approfondie de l'ennemi et en la capacité d'adaptation rapide au changement du champ de bataille. Mais son caractère jouait contre lui. Il était impitoyable face à l'incompétence et n'hésitait pas à critiquer ses supérieurs s'il estimait qu'ils avaient tort. Ses collègues le voyaient comme un homme arrogant, trop sûr de lui. Mais Montgomery n'était pas là pour se faire des amis. Il était là pour remporter des guerres. En 1927, Montgomery fut envoyé en Palestine, une région sous mandat britannique, en proie à de fortes tensions. Là-bas, son approche méticuleuse se fit immédiatement remarquer. Il se distingua par son organisation et son entraînement des troupes, perfectionnant des tactiques adaptées aux climats extrêmes et aux terrains hostiles. Plus tard, son affectation le conduisit en Inde. Dans l'immensité et la complexité du sous-continent, Montgomery continua d'affiner sa vision du commandement. Pour lui, une armée devait être une machine parfaitement huilée, où chaque pièce remplissait son rôle sans aucune marge d'erreur. Il devint un obsédé de l'entraînement. Il faisait marcher ses troupes des heures durant sous un soleil de plomb. Il les soumettait à des exercices éprouvants, les forçant à opérer dans des conditions extrêmes. Pour beaucoup, son style de commandement était insupportable. Mais un détail crucial faisait toute la différence. Sous son commandement, les soldats devenaient meilleurs. Ils gagnaient en endurance. Ils devenaient invincibles. Montgomery ne se contentait pas d'entraîner ses hommes, il les transformait. Et ce faisant, il consolidait sa réputation. Lorsqu'il rentra en Angleterre dans les années 1930, son nom était déjà connu dans les cercles militaires. Mais son ascension restait lente. Son caractère difficile, son manque de diplomatie et son habitude de dire exactement ce qu'il pensait lui fermèrent de nombreuses portes. Cela n'avait aucune importance, car le monde était sur le point d'entrer dans un nouveau conflit. Et quand la guerre éclata à nouveau, Montgomery était prêt. En 1939, la Seconde Guerre mondiale commença et Montgomery fut envoyé en Égypte. Sa mission,
préparer l'armée britannique en Afrique en vue d'une éventuelle attaque de l'Axe. La situation était peu encourageante. Les troupes britanniques dans la région étaient mal entraînées et mal préparées. Montgomery, fidèle à son style, n'attendit pas une seconde. Il mit en place un programme d'entraînement intensif. Il réorganisa les tactiques défensives. Il s'assura que chaque homme sous ses ordres comprenne qu'il ne suffisait pas de combattre. Il fallait être préparé pour gagner. Mais tandis qu'il œuvrait en Égypte, la menace d'une invasion allemande des îles britanniques s'intensifiait. Montgomery fut rappelé au Royaume-Uni pour une mission cruciale, organiser la défense du pays. En 1940, le Blitz allemand frappa avec une violence inouïe Londres et d'autres villes britanniques. Montgomery prit en charge la coordination des défenses terrestres, s'assurant que l'armée britannique soit prête à repousser toute tentative d'invasion. Ce fut durant cette période que son leadership commença à briller de manière éclatante. Sa planification minutieuse et son obsession pour la discipline métamorphosèrent les forces britanniques. Ce n'étaient plus des troupes démoralisées, mais une armée prête à affronter n'importe quel scénario. Et Montgomery savait que bientôt, très bientôt, il aurait l'occasion de le prouver sur le champ de bataille. Troisième partie, la Seconde Guerre mondiale, mai 1940. Les plages de Dunkerque étaient couvertes de fumée, de désespoir et de chaos. Des dizaines de milliers de soldats britanniques et français, piégés par l'avancée implacable des forces allemandes, attendaient un miracle. Et ce miracle s'appela l'opération Dynamo. Parmi les troupes tentant de se replier, une unité se distinguait par sa discipline. Tandis que d'autres sombraient dans la panique, eux gardaient leur sang-froid. Ils marchaient en formation, la tête haute, les armes prêtes. C'étaient les hommes de la 3e division d'infanterie britannique. Et à leur tête, avec son béret noir caractéristique et son regard d'acier, se tenait Bernard Law Montgomery. Contrairement à d'autres commandants, Montgomery ne croyait pas aux retraites désorganisées. Ces hommes quitteraient Dunkerque, oui, mais ils le feraient avec dignité. Grâce à son leadership, la 3e division fut l'une des dernières à être évacuée, protégeant des milliers de soldats dans le processus. Pas de panique, pas d'improvisation, seulement une retraite ordonnée, la seule manière dont Montgomery concevait la guerre. Une fois l'évacuation terminée, Montgomery fut chargé de la défense du Royaume-Uni. La chute de la France avait laissé la Grande-Bretagne seule face à Hitler, et une invasion allemande semblait imminente. Montgomery savait que si les nazis mettaient le pied sur le sol britannique, la seule manière de les arrêter était d'avoir une armée prête à résister. Il refusait que le désastre de la France se répète. Sous sa supervision, les troupes britanniques furent soumises à un entraînement exténuant. Peu importait qu'il s'agisse de soldats d'élite ou de nouvelles recrues, Montgomery les força à marcher pendant des heures, à creuser des tranchées, à défendre des positions sous attaque simulée. Il croyait fermement qu'une armée bien entraînée valait 2 fois plus qu'une armée mal préparée. Ses tactiques étaient efficaces, mais son caractère lui causait toujours des problèmes. Il critiquait ouvertement les supérieurs qu'il jugeait incompétents et entrait fréquemment en conflit avec ses collègues. Pour Montgomery, la guerre n'était ni un jeu politique, ni une affaire d'ego. C'était une lutte à mort. Mais en 1942, il reçut l'appel qui allait changer son destin, et celui de la guerre. L'Africa Corps d'Erwin Rommel, le légendaire renard du désert, avait humilié à plusieurs reprises les Britanniques, les repoussant vers l'Égypte. Churchill, désespéré de trouver une solution, décida qu'il fallait un chef impitoyable, capable non seulement d'organiser une défense, mais de transformer la 8e armée britannique en une force capable de gagner. Quand Montgomery arriva au quartier général du Caire, il trouva une armée démoralisée. Les soldats étaient épuisés, les officiers divisés, et l'idée que Rommel était invincible s'était profondément ancrée dans les esprits. Mais Montgomery n'était pas un homme qui croyait aux défaites inévitables. Dès le premier jour, il imposa son style. Fini les doutes, fini l'improvisation tactique. Il ordonna de fortifier toutes les lignes de défense, d'intensifier l'entraînement et exigea que chaque soldat connaisse parfaitement son rôle dans la bataille à venir. Il remplaça les commandants qu'il jugeait incompétents et mit en place des officiers en qui il avait confiance. Mais le plus important fut le changement de mentalité qu'il apporta.
Il dit à ses hommes que Rommel n'était pas un dieu de la guerre, que l'Africa Corp n'était pas invincible, et que, avec la bonne stratégie et la bonne préparation, il pouvait gagner. Le message était clair, il n'y avait plus de place pour le doute, seulement pour la victoire. Et enfin, le moment de le prouver arriva. L'armée britannique était prête. Montgomery avait préparé sa stratégie avec une précision chirurgicale. Il savait que Rommel dépendait énormément de son approvisionnement en carburant et en munitions, alors son plan n'était pas seulement de le battre sur le champ de bataille, mais de l'étrangler logistiquement. La position allemande à El Alamein était forte, mais Montgomery avait deux avantages, une supériorité numérique et du temps. Au lieu d'attaquer immédiatement, il consolida ses défenses et attendit le moment parfait. Quand l'attaque débuta, le 23 octobre, ce fut avec une artillerie massive, une tempête de feu qui écrasa les positions allemandes. Mais Montgomery ne se précipita pas. Plutôt que d'envoyer ses troupes dans une charge suicidaire, il choisit de dégrader progressivement les forces de Rommel avec des attaques calculées, le forçant à épuiser ses ressources, qu'il ne pouvait pas remplacer. Pendant des jours, la bataille resta dans une impasse. Mais Montgomery, fidèle à son style, ne perdit pas patience. Il savait que sa stratégie fonctionnerait. Et il avait raison. Le 4 novembre, les lignes allemandes s'effondrèrent. Rommel, à court de carburant, sans renfort et avec son armée en déroute, n'eut d'autre choix que d'ordonner la retraite. Montgomery n'avait pas seulement remporté une bataille, il avait changé le cours de la guerre en Afrique. Churchill, euphorique, déclara « Avant El Alamein, nous n'avions jamais gagné. Après El Alamein, nous n'avons jamais perdu. » Le mythe de l'invincibilité de Rommel venait de tomber. La 8e armée britannique, autrefois démoralisée, avançait désormais avec confiance. Montgomery était devenu un héros, l'homme qui avait stoppé les Allemands en Afrique et marqué le début de la fin pour l'Axe dans la région. Mais Montgomery savait que la guerre n'était pas terminée. Son prochain défi allait l'emmener sur un nouveau front. Un front encore plus décisif. 4e partie, la victoire alliée. La guerre en Europe était à son apogée. Après la victoire en Afrique du Nord, Bernard Law Montgomery, le commandant britannique charismatique et méticuleux, faisait face à de nouveaux défis. L'invasion de l'Italie, le débarquement en Normandie et la libération de l'Europe. Cependant, ses succès ne furent pas exempts de tensions, de rivalités et d'échecs stratégiques qui allaient marquer son héritage militaire. Montgomery arriva en Sicile avec une confiance inébranlable en ses méthodes. L'invasion de l'île, baptisée Opération Husky, était une entreprise colossale. Monty commandait la 8e armée britannique, avançant depuis le sud-est de l'île, tandis que la 7e armée américaine, sous les ordres de George S. Patton, débarquait à l'ouest. Dès le début, Montgomery s'opposa à ses alliés américains. Il était convaincu que l'offensive devait être concentrée en un seul axe principal vers le nord. Mais Patton, un général aussi ambitieux que lui, avait d'autres idées. Tandis que Monty progressait lentement, affrontant une résistance allemande féroce, Patton, avec son style agressif, s'empara de Palerme, puis atteignit Messine avant les Britanniques, alimentant une rivalité féroce. Malgré les frictions entre commandants, la campagne de Sicile fut un succès. Les Allemands se replièrent sur le continent italien, et Mussolini fut démis de ses fonctions. Cependant, Montgomery ne resta pas pour la prochaine phase de la campagne italienne. Il fut convoqué pour préparer le plus grand défi de sa carrière, l'invasion de la France. Le 6 juin 1944, le destin de la Seconde Guerre mondiale bascula à jamais. Montgomery, à la tête du 21e groupe d'armée, avait la responsabilité de diriger l'invasion alliée de Normandie. Dès les premières phases de la planification, son influence fut cruciale. Monty insista sur une offensive garantissant l'établissement d'une tête de pont solide avant toute avancée en profondeur. C'est son insistance sur la nécessité d'un débarquement massif qui conduisit au choix des 5 plages légendaires: Utah, Omaha, Gold, Juno et Sword. Le débarquement fut un succès, mais l'avancée en Normandie ne fut pas aussi rapide que prévu. La résistance acharnée des Allemands, en particulier à Caen, ralentit les plans alliés. Montgomery fut critiqué pour la lenteur de son offensive, mais sa stratégie consistait à user les Allemands jusqu'à leur effondrement,
permettant aux Américains d'exploiter la brèche plus tard. Finalement, en août 1944, les Alliés percèrent les lignes allemandes lors de la bataille de la Poche de Falaise, un tournant décisif dans la campagne. Montgomery, en première ligne avec ses troupes, dirigea l'offensive qui mena à la libération de Paris et à l'avancée vers le nord de l'Europe. Mais ses désaccords avec les commandants américains, en particulier avec Dwight D. Eisenhower, s'intensifiaient. Après la libération de la France, Montgomery élabora un plan audacieux pour terminer la guerre avant Noël, l'opération Market Garden. Il s'agissait d'un coup de maître qui, s'il réussissait, permettrait aux Alliés de franchir le Rhin et d'entrer en Allemagne. Le plan reposait sur le déploiement de troupes aéroportées britanniques, américaines et polonaises, chargées de capturer une série de ponts stratégiques aux Pays-Bas, tandis que les forces terrestres devaient avancer rapidement pour les renforcer. Mais l'opération tourna au désastre. La résistance allemande fut bien plus forte que prévu, et les troupes britanniques à Arnhem se retrouvèrent encerclées et massacrées. Les ravitaillements n'arrivèrent pas à temps, et l'avancée terrestre s'enlisa. Market Garden fut la plus grande défaite de Montgomery pendant la guerre. Ses détracteurs, notamment les Américains, l'accusèrent d'avoir sous-estimé l'ennemi et d'avoir été trop optimiste. Pourtant, malgré l'échec, l'offensive affaiblit les lignes allemandes, facilitant les victoires futures. Malgré l'échec aux Pays-Bas, Montgomery joua un rôle crucial dans les dernières phases du conflit. En mars 1945, il mena le franchissement du Rhin, l'une des dernières grandes opérations alliées. L'offensive fut un succès total, et en quelques semaines, les troupes britanniques progressaient au cœur de l'Allemagne. Le 4 mai 1945 à Lunebourg, Montgomery reçut la reddition des forces allemandes dans le nord, marquant la fin de la guerre sur son front. Mais la victoire ne résolut pas ses tensions avec les Américains. Monty, toujours convaincu de sa supériorité, critiqua ouvertement la stratégie d'Eisenhower, ce qui détériorait encore davantage ses relations avec les Alliés. Malgré cela, il fut reconnu comme l'un des architectes de la victoire en Europe et fut promu maréchal de Grande-Bretagne. 5e partie. Les dernières années. La guerre était terminée. Le Reich allemand gisait en ruine, et l'Europe se reconstruisait sur les cendres du conflit le plus dévastateur de l'histoire. Cependant, pour Bernard Law Montgomery, la paix ne signifiait pas la fin de sa mission. Sa vie après 1945 serait aussi intense que sa carrière sur les champs de bataille. De son travail de réorganisation de l'armée britannique à son rôle au sein de l'OTAN, en passant par ses mémoires et ses déclarations controversées, Montgomery resterait une figure influente et souvent polémique jusqu'à la fin de ses jours. Après la victoire alliée, Montgomery reçut le prestigieux poste de chef d'état-major impérial. Sa nouvelle mission était de transformer l'armée britannique pour une nouvelle ère. La Seconde Guerre mondiale avait laissé le Royaume-Uni dans une situation précaire. L'économie était affaiblie, l'Empire commençait à se fragmenter et la guerre froide émergeait comme le nouveau conflit global. Monty, méticuleux comme toujours, mit en place une réforme radicale. Il réduisit la taille de l'armée, mais la modernisa et l'adapta aux nouvelles technologies. Il insista sur l'amélioration de l'entraînement, de la discipline et de la capacité de réaction face à une possible guerre avec l'Union soviétique. Cependant, ces méthodes se heurtaient à la bureaucratie et à la politique du gouvernement britannique. Les dirigeants civils le considéraient comme autoritaire et peu enclin à la négociation. Sa relation avec ses collègues militaires n'était pas plus aisée. Montgomery manifestait un mépris évident pour la diplomatie interne et disait ce qu'il pensait sans filtre. En 1948, il fut remplacé, mais sa carrière n'était pas encore terminée. Dans un monde désormais divisé entre l'Est et l'Ouest, Montgomery fut nommé commandant suprême adjoint de l'OTAN en Europe en 1951, un poste clé pour la défense du continent. Son travail consistait à coordonner les armées de plusieurs pays et à les préparer à une éventuelle confrontation avec l'Union soviétique. Là encore, ses méthodes provoquèrent la controverse. Monty insistait sur le fait que l'OTAN devait être une force de combat hautement disciplinée, avec une structure de commandement centralisée et une doctrine claire. Or, l'Alliance était un assemblage de nations aux priorités et aux cultures militaires différentes. Ces déclarations incendiaires n'arrangèrent rien.
Il critiqua ouvertement ses collègues américains pour leur manque de vision stratégique et les Français pour leur indiscipline. Il affirma également que la seule façon d'éviter la guerre avec l'URSS était de maintenir une position ferme et agressive, ce qui provoqua des tensions avec les dirigeants politiques européens. Malgré ces conflits, son influence au sein de l'OTAN fut indéniable. Il joua un rôle clé dans l'organisation des armées alliées et la mise en place de tactiques qui s'avéreraient essentielles durant la guerre froide. En 1958, à 71 ans, il se retira définitivement de la vie militaire, mais sa voix continuerait de résonner dans les cercles stratégiques pendant des années. La retraite ne signifia pas le silence pour Montgomery. Il publia ses mémoires et de nombreux essais sur la stratégie militaire. Le chemin de la victoire, son autobiographie, devint un best-seller, bien que non sans controverse. Dans ses écrits, Monty ne ménagea pas ses critiques envers ses anciens collègues de la Seconde Guerre mondiale. Il considérait qu'Eisenhower était un bon politicien, mais pas un grand stratège, que Patton était trop impulsif, et que Churchill, malgré son génie, prenait parfois des décisions militaires désastreuses. Ces déclarations lui valurent des ennemis au Royaume-Uni et à l'étranger. Beaucoup jugèrent ces critiques injustes et virent en elles une tentative de réécrire l'histoire pour grandir son propre rôle. Mais Monty ne se rétracta pas. Il restait convaincu que sa vision de la guerre était la bonne. Il s'impliqua également dans les débats contemporains. Dans les années 1960, il donna son avis sur la guerre du Vietnam, affirmant que les Américains commettaient les mêmes erreurs stratégiques que durant la Seconde Guerre mondiale. Malgré son âge, il conservait un esprit vif et un intérêt profond pour les affaires militaires. Malgré sa réputation d'homme dur et froid, Montgomery avait une vie personnelle singulière. Il ne se remaria jamais après la mort de son épouse, en 1937, et consacra la majeure partie de son temps à son fils, David, et à ses intérêts militaires. Il s'installa dans sa résidence du Hampshire, où il vécut de manière austère. Il rejetait le luxe et menait une vie disciplinée, se levant tôt et suivant une routine stricte. Il invitait souvent de jeunes officiers chez lui pour leur donner des conférences sur la stratégie militaire et le leadership. Son caractère ne s'adoucit pas avec l'âge. Il resta mordant, direct et peu enclin à la diplomatie. Cela lui fit perdre des amitiés, mais lui valut aussi le respect de ceux qui admiraient son honnêteté brutale. Le 24 mars 1976, Bernard Law Montgomery s'éteignit à 88 ans dans sa maison du Hampshire. Avec sa disparition, c'est l'une des figures les plus emblématiques du XXe siècle qui s'éteignait. Ses funérailles furent un événement solennel. Bien qu'il ait été un personnage controversé, sa contribution à la victoire alliée durant la Seconde Guerre mondiale était incontestable. Des dirigeants militaires et politiques du monde entier lui rendirent hommage. Mais comment devons-nous nous souvenir de Montgomery? Il fut, sans aucun doute, l'un des plus grands généraux britanniques. Sa planification méticuleuse et son style de commandement furent déterminants dans la victoire en Afrique du Nord, en Normandie et dans la libération de l'Europe. Cependant, il fut aussi un homme difficile, dont l'arrogance lui attira de nombreux ennemis. Montgomery était un leader qui inspirait à la fois une grande loyauté et de vives divisions. Son obsession pour la discipline et sa conviction inébranlable en sa propre supériorité lui apportèrent autant de problèmes que de succès. Son héritage perdure dans la doctrine militaire et les études sur le leadership. Son approche de l'organisation, de la préparation et du moral des troupes reste une référence dans les académies militaires du monde entier. L'histoire de Bernard Montgomery est celle d'un soldat qui ne cessa jamais de se battre. Sur le champ de bataille, dans les salles de stratégie et dans les débats de l'après-guerre, il défendit toujours ses idées avec une fermeté inébranlable. Sa vie fut un combat permanent, non seulement contre ses ennemis, mais aussi contre ses propres alliés. Merci d'avoir suivi cette histoire jusqu'au bout. N'oubliez pas de laisser un like, de vous abonner si ce n'est pas encore fait et de partager cette vidéo pour que ce projet puisse continuer à grandir. À très bientôt, frères d'armes.